La tech africaine connaît une croissance rapide et présente de nombreux avantages pour influencer le futur développement du continent. Lors du dernier CES tenu à Las Vegas, pour la première fois, la tech africaine était présente dans un pavillon qui lui était dédié. Lamia Mou, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative de l'Africa Pavillon qui s'est tenu au CES à Las Vegas, le rendez-vous annuel de la high-tech. Quelles sont les raisons qui ont milité en faveur d'une tribune, la première, offerte à la tech africaine? Il y en a plusieurs. La première, c'est c'est le constat que l'Afrique fait de la tech, d'abord. Il y a des jeunes qui s'investissent, il y a des jeunes chercheurs, il y a des grandes universités. On commence à rentrer dans le classement international. On a des bons mathématiciens, très bon niveau en mathématiques, on a un très bon niveau en coding. Et puis, l'Afrique innove pour elle. Et ayant fait le tour vraiment de l'Afrique pour découvrir les jeunes, je me suis rendu compte qu'il était temps de leur donner aussi une tribune pour qu'ils puissent présenter leur technologie et qu'on puisse y aller sans rougir et avec fierté montrer ce que l'Afrique, elle a à dire. Quel état des lieux vous faites de la tech africaine qui est tout de même confrontée à de nombreux défis euh, structurels? Je pense notamment à la connectivité qui est une condition sine qua non pour pouvoir mettre en place toute l'innovation. Alors la tech africaine a besoin de l'accompagnement de l'État. D'accord, c'est-à-dire l'accès à la commande publique, l'accompagnement à travers des incubateurs avec des programmes d'investissement pour financer les débuts et les lancements des idées et la recherche et l'accompagnement de ces jeunes. Et le deuxième volet, c'est l'accompagnement de l'écosystème qui, lui, accompagne ces jeunes-là. Donc les incubateurs, les accélérateurs, et aller chercher et puiser aussi le retour d'expérience de l'extérieur. Parce qu'un continent sur lequel il y a de l'innovation, mais qui ne s'appuie pas sur un retour d'expérience, elle peut se tromper, elle peut perdre beaucoup de temps. En Europe, il y a eu cette démarche-là il y a un peu plus de 20 ans. Aux États-Unis, un peu plus de 30 ans. On a aujourd'hui les big ones, donc les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM. Ils sont nés il y a plus de 20 ans aux États-Unis et c'est un accompagnement de l'État. Ils ont un retour d'expérience et tout l'écosystème, il a un retour d'expérience. L'idée de ce pavillon et de la démarche, c'est aussi d'aller chercher les expériences à l'extérieur pour accélérer et faire gagner du temps à l'Afrique. Un effet d'entraînement. Un effet d'entraînement, un effet d'accompagnement, aller chercher les fonds, parce qu'en Afrique, on a des fonds pour accompagner, il y a plein de dispositifs par pays et par État, il y a des agences territoriales qui accompagnent l'innovation. Maintenant, quand on arrive à la série A de la levée de fonds, quand on commence à parler de millions de dollars, millions d'euros, on ne les a pas en Afrique. Il faut aller les chercher à l'extérieur. Alors justement, est-ce que ce n'est pas un handicap de dépendre de financement à l'étranger, même si on voit que la tech africaine intéresse, puisqu'il y a des startups qui ont réussi des grandes levées de fonds, Exact. mais la majorité sont confrontées à ce défi financier. Comment on fait quand on dépend de financement étranger? Alors, il faut savoir que les Français aussi, ils vont aux États-Unis, par exemple, chercher les fonds. L'investissement dans l'innovation et dans la tech, c'est un investissement à risque. D'accord, c'est l'investissement qui est le plus à risque de tous les investissements parce on mise sur quelque chose qui vient de naître et on ne sait pas quelle sera sa réaction sur le marché. Est-ce qu'elle va vraiment donner quelque chose d'énorme? Et c'est ce qui fait la montée hyper rapide et progressive d'une start-up qu'on appelle demain, qu'on appellera in fine une licorne, ou bien c'est quelque chose qui va mourir parce que c'est pas le moment, exactement, c'est pas le moment sur le marché, etc. Donc aller chercher les fonds à l'extérieur, pour moi c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. C'est le fait aller le chercher qui est problématique. C'est-à-dire les pays, lorsqu'ils investissent, exactement, trouver les processus et les méthodes qui permettent de lever les fonds, par exemple, aux États-Unis, et continuer à développer en Afrique. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que nos startups africaines, nos technologies partent lever à l'extérieur, mais ils restent développés à l'extérieur. Ce qui fait que la main-d'œuvre n'est pas utilisée en Afrique et on perd des matières grises, on perd des ingénieurs, on perd des cerveaux. Exact. Alors, il y a un autre préalable aussi, c'est quand même la main-d'œuvre qualifiée. Y a-t-il aujourd'hui des universités ou des systèmes éducatifs qui prennent en compte l'enseignement du numérique pour préparer les jeunes aux emplois de demain?
Évidemment, toute l'Afrique engorge d'ailleurs de jeunesse et d'écoles. Par exemple, je prends l'exemple du Maroc, parce que c'est un territoire sur lequel j'ai travaillé, avec l'université avec laquelle j'ai travaillé, qui est l'UM6P, donc l'Université Mohamed Qui est un VI pôle de Polytechnique, référence, hein, qui est un grand d'excellence. pôle d'excellence en Afrique. D'ailleurs, ils ont une démarche africaine, hein, parce qu'ils vont chercher les excellents, les talents africains, et ils prennent en charge leur hébergement, leur scolarité. Oui, mais un pôle pour 54 pays, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, il faut en développer partout. C'est l'objectif, c'est d'avoir la même chose un peu partout. Mais ça commence, il faut commencer. Moi, je pars du principe où les Américains, j'adore une phrase où ils disent « Start small, think big ». Commençons petit, avec une idée de voir toujours très grand. Et c'est comme ça qu'on deviendra un grand continent. On est grand en superficie, on est grand en jeunesse, on est grand en histoire, parce qu'on est le berceau de l'humanité. Demain, il faut qu'on puisse prouver aussi qu'on travaille dur et qu'on redevient le continent qui va être l'avenir de l'humanité de demain. On a été la naissance de l'humanité, il faut qu'on devienne l'avenir de l'humanité. Alors certains pays comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Rwanda également, l'Afrique du Sud ou le Nigeria ont établi des réglementations, hein, pour accompagner justement et encourager l'innovation. Comment garantir une réglementation qui soit bénéfique aux innovateurs? Vraiment, la garantie qui pourra aider les innovateurs, c'est l'accompagnement. L'accompagnement humain par des experts, par des gens qui ont des expériences de plus de 20 ans, de plus de 30 ans dans le domaine sur lequel la start-up se lance. Par exemple, une start-up dans la mobilité, on va aller lui chercher les experts autour d'elle qui vont l'accompagner et qui sont dans la mobilité. Pour dérisquer, enlever le maximum de risques. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à 100%, mais on réduit déjà le niveau de risque en l'accompagnant la start-up. C'est pour ça que je disais, il faut aller chercher les compétences. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va toujours chercher la compétence occidentale. Nous avons nos experts africains dans la diaspora internationale, dans le monde entier, dans les plus grands groupes du monde, dans les plus grandes institutions, partout, dans tous les continents. Il y a des Africains. Allons chercher nos frères et sœurs. Ils seront heureux d'accompagner les startups africaines et de contribuer par expertise et par ce qu'on appelle l'expérience par frottement, c'est-à-dire transmission de savoir aux jeunes, cette partie-là. Et ça, c'est les pays qui doivent monter leur campagne. D'ailleurs, au Maroc, il y a une grande campagne que Sa Majesté le Roi a lancée d'ailleurs lors de son dernier discours, où il appelle la diaspora à venir investir. L'investissement n'est pas que financier, il y a l'investissement humain. Par le mentorat, par toutes ces choses qui font que on vient accompagner son continent. Le deuxième volet financier, effectivement, il y a chaque pays est souverain. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui il y a une méthode qui va être adaptée et c'est la même pour tous. Non, on ne peut pas dupliquer un modèle. Exactement. Chaque pays a sa culture, a sa tradition, a sa souveraineté. Et donc, chaque pays, c'est selon ces règles du jeu, il va établir des règles de manière à ce qu'il puisse aider ses startups. Et puis ses priorités aussi, ça dépend des secteurs. Exactement. Si j'ai une priorité sanitaire, je vais plus orienter mes investissements sur les technologies autour de la protection sanitaire, la health tech, tout ce qui est santé. Agriculture, ça va être la même. Le manque d'eau, on va orienter sur l'eau. Sur l'énergie, ça va être là. Et donc, c'est tous les challenges de demain. C'est chaque territoire qui les définit. Qui va les définir. Mais ce qu'on remarque quand même très souvent sur le continent, c'est que ce qui marche très bien, c'est la fintech. Alors, on ne peut pas dire que ça marche très bien. En fait, c'est parce qu'on sait que la finance, en général, c'est ce qui va faire tourner les choses. Si on sait payer ce qu'on achète et on sait vendre, c'est-à-dire se faire payer d'une façon numérique, digitale, smart, un peu, voilà, on va réussir à faire vendre des produits artisanaux, on va pouvoir aider le petit commerce à grandir. C'est pour ça que la FinTech, elle est la première, en fait, c'est le socle, c'est comment effectuer des transactions, ne serait-ce qu'entre les pays africains. Mais quels sont les autres secteurs qui sont porteurs en matière d'innovation aujourd'hui? On va parler plus de vertical selon les besoins fondamentaux. Donc il y a l'énergie. Donc, il y a tout ce qui va être dans la verticale énergie. Comment produire l'énergie? Capital. L'énergie la moins chère, la moins polluante et la plus efficace.
Ça, c'est la première. Il y en a beaucoup sur l'hydrogène, sur le solaire, sur l'intelligence artificielle appliquée à tout ça, parce que comment utiliser cette énergie et la distribuer de manière efficiente, intelligente, sans la perdre. Donc ça, c'est l'énergie. La verticale santé est très importante, parce que le regard vers l'Afrique, on dit qu'on a des maladies, des pandémies. Etc. Donc il faut pouvoir suivre. On a un taux de diabète qui ne fait qu'augmenter, on a un taux d'obésité qui ne fait qu'augmenter. Il y a beaucoup de recherches qui se font par des Africains, pour des Africains. Ça, c'est le deuxième vertical. Et après, il y a l'eau. L'eau, c'est la vie. Et l'eau, aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'agriculture sans l'eau, on ne peut rien faire sans l'eau, hein, et on ne peut pas faire du développement urbain non plus si on n'a pas la capacité à donner de l'eau à tout le monde. Donc l'eau, aujourd'hui, il y a des technologies autour du dessalement d'eau de mer, il y en a d'autres sur comment produire de l'eau à partir de l'air. Il y a des startups africaines qui le font en Tunisie, qui produisent de l'eau à partir de la condensation d'air, et ça marche très bien. Donc ça, c'est les trois pour moi. 4 verticales, plus l'agritech, bien évidemment, parce que l'agriculture en Afrique, le premier challenge, c'est la... Il faut nourrir la population. Il faut nourrir la population. 2 milliards d'habitants. Exact. Et il faut nourrir 2030. Le sol. Ouais. Pour nourrir la population, il faut que le sol puisse être fertile. Et quel est pour vous aujourd'hui, Lamia Amou, le pays qui est une référence en matière d'innovation, sans faire de jalousie? En fait, moi j'ai envie de dire le Maroc dans le sens global de l'accompagnement. C'est un pays qui va doucement, mais qui va sûrement, dans le sens où je ne vais pas mettre des centaines de millions de dollars sur un truc d'innovation sans avoir un socle vraiment complet d'accompagnement de bout en bout. Donc je dirais le Maroc plutôt. Mais je vois arriver des pays comme le Nigeria, d'accord, qui en matière d'investissement, ils ont énormément investi. Un pays comme le Rwanda, où pendant la Covid, c'est le premier pays dans le monde à livrer des médicaments avec des drones. Exactement, donc c'est incroyable. Hein. Et puis ce que Paul Kagame a fait de ce pays-là est juste incroyable en matière d'accompagnement, d'accélération de la jeunesse, d'éducation, de Smart City. On parle beaucoup de Smart City, l'enfer. Hein. Donc à Kigali, c'est incroyable, il faut y aller pour le voir en fait. Et puis, il y a bien évidemment la Tunisie, l'Égypte, c'est des pays qui se développent. Le Sénégal, le nouveau... Pour vous, ce serait le top 5 ? Pour moi, les top 5. Dernière question, Lamia Amou, comment garantir l'inclusion, c'est-à-dire la présence des femmes dans un secteur qui est aussi masculin? Alors la meilleure façon d'inclure l'inclusion, c'est de faire un Africa Pavilion 2026 totalement féminin. Et c'est mon challenge l'année prochaine avec mes cofondatrices Jessica et Aminata. On a 3 femmes. Donc quand on a refait le tour cette année, toutes les 3, une franco-sénégalaise, une franco-tahitienne, donc polynésie française Jessica et moi, on s'est dit non mais il y a encore 2025 et on a encore un taux de femmes vraiment réduit au niveau du CES. Parce qu'il y avait 6 startups africaines, mais 6 startups dirigées par des hommes. Exactement. Et puis au niveau du CES, dans sa globalité, ils cherchent des femmes, vraiment. Le sentiment lors de la réunion qu'on a fait de retour avec la CITIE, on veut des femmes. Et nous, c'est notre volonté. Donc on va lancer un challenge. On est en train de discuter avec les Women in Tech pour faire en sorte à ce qu'on ait des startups portées par des femmes. Lamia Amou, je remercie. C'est moi qui vous remercie.